Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre série RTP ou Review de Past. Et aujourd'hui nous sommes le 6 septembre 2006 et nous allons tester l'Athlon 64X2 5200+. Alors tout d'abord je vais faire un petit résumé de qu'est-ce qui s'est passé entre l'épisode 2 et l'épisode 3 parce que ça y est, il commence enfin à se passer des trucs entre les épisodes que je ne couvrirai pas, donc des sorties de CPU ou de GPU en général. Et le seul truc qui s'est passé entre le 27 juillet 2006 et le 6 septembre 2006, c'est la sortie de l'Athlon 64X2 3600+, énergie efficient de AMD, sorti le 1er août 2006, qui est en fait un Athlon 64X2 3800 plus énergie efficient, mais avec 2 fois moins de cache L2. Voilà, donc c'est un dual core à 2 GHz avec 256 kT de cache L2. Alors, l'Athlon 64X2 5200+, quel est ce processeur? Ce processeur est juste un léger refresh, une petite tentative d'AMD de sortir un processeur haut de gamme pour essayer de concurrencer les cordes audio d'Intel, parce que comme on l'a vu à la vidéo d'avant, les cordes audio d'Intel sont arrivées et ont massacré les processeurs d'AMD. Alors, tout d'abord, en termes de caractéristiques, il faut savoir que l'Athlon 64X2 5200+ est identique en tout point à l'Athlon 64X2 5000+, à une différence, le cache L2. Le 5000+ utilise 512 kilo-octets de cache L2 par cœur, là où le 5200+ utilise 1 mégaoctet de cache L2 par cœur. Alors il faut savoir que ce truc de 512 kilo-octets et 1 mégaoctet de cache L2 par cœur, c'est pas la première fois qu'AMD le fait. En fait, si vous avez vu l'épisode 1 de RTP, les premiers Athlon 64X2, donc toute la gamme, en fait, avaient des variantes. Donc il y avait des processeurs à 2 GHz, 2.2 GHz, 2.4 GHz et un seul processeur à 2.6 GHz, donc c'était le 5000+, mais dans toutes les gammes de fréquences qu'il y avait en dessous, en fait AMD à chaque fois sortait deux processeurs, un avec 1 mégaoctet de cache L2 par cœur et un avec 512 kilo-octets de cache L2 par cœur. C'était pour un petit peu diversifier la gamme sans pour autant changer beaucoup à l'architecture. Et il y avait aussi des variantes efficaces énergétiquement, c'est-à-dire qu'il y avait une consommation plus basse. Voilà, jusqu'au tout début pour la sortie, donc en mai 2006, AMD n'avait pas fait de variante 1 mégaoctet de cache L2 par cœur de l'Athlon 64X2 avec 2.6 GHz. Il arrivait que bien plus tard, il arrive que maintenant qu'en septembre 2006. Je pense que la raison était que, vu qu'AMD sortait un nouveau socket, AM2, ils voulaient pas non plus pousser trop haut leur processeur le plus puissant, de peur qu'ils aient du mal, enfin ils aient des problèmes avec la stabilité. Donc ils se sont dit, on va sortir uniquement une version avec 512 kilo-octets et on verra plus tard pour la variante 1 mégaoctet. Et du coup la variante 1 mégaoctet arrive maintenant. Et elle arrive un peu plus d'un mois après la sortie des cordes audio d'Intel. Donc on va voir si ce doublement en cache L2 va être bénéfique ou pas à AMD. En termes de features et de fonctionnalités, le 5200+ supporte exactement les mêmes choses que le 5000+. Ah oui, non, mais quand je vous dis que c'est une compi conforme juste avec du cache L2 en plus, c'est le cas. Hein. Et la seule différence majeure qu'il y a, c'est le prix. Alors, à combien était vendu ce 5200+? Donc, sachant que Intel avait déjà sorti ses cordes audio, qui avait mis une michtre AMD, ce 5200+ avait un prix de lancement de 400$. Ajusté pour inflation, ça nous fait un prix de lancement de 614$ d'aujourd'hui. Ce qui fait que c'est quand même quasiment 300$ de moins que le 5000+ à sa sortie, ce qui en vrai est pas mal, mais il faut pas oublier que les cordes audio sont déjà sur le marché et que entre temps le 5000+ a chuté en prix. Donc c'est-à-dire qu'il était sorti à un prix de 696$ à sa sortie, mais il est rapidement tombé à 300$ après que les cordes audio soient sorties. Ce qui fait que le 5200+, pour le simple privilège d'avoir 2 fois plus de cache L2, il est quand même vendu 100$ plus cher. Ça fait quand même 33% du prix en plus pour quasiment rien sur le processeur. Ce qui fait que comparé aux cordes audio, ce 5200+ se place entre le cordes audio E6600 et le E6700. Il est pile à mi-chemin, le E6600 est à 330$, le E6700 est à 300$ je crois, le E6700 est à 530$. Voilà, donc il se place à mi-chemin entre les deux, mais comme on l'a vu à la vidéo d'avant, le E6700 était quand même pas mal au-dessus du 5000+. Donc est-ce que ce 5200+ qui se trouve à mi-chemin entre le E6600 et le E6700 va arriver à combler le gap? C'est ce qu'on va voir de suite avec les benchmarks. Alors commençons avec la vitesse de lecture, d'écriture de la RAM, ainsi que la latence de la RAM, ainsi que vitesse du cache, la latence du cache, etc. Je vais essayer de mettre
tous les graphiques d'un coup, il y a quasiment aucune différence. C'est-à-dire que pour la RAM, quasiment identique, que ce soit en lecture, écriture, copie. Pour la latence de la RAM, on est à peine mieux que le 5000+, vraiment c'est pas beaucoup mieux. Concernant le cache L1, il y a aucune différence entre les deux processeurs, bon, en même temps ils ont la même fréquence et c'est la même quantité de cache L1. Concernant le cache L2, il y a une perte en vitesse de lecture de cache L2, c'est-à-dire qu'il lit moins vite, mais pour le reste c'est à peu près pareil, et la copie qui est un petit peu plus élevée. Mais voilà, mais la baisse en lecture du cache L2 peut s'expliquer par le fait qu'il y a plus de cache à adresser, donc c'est peut-être un chouïa plus long d'aller chercher tous les secteurs du cache. Et concernant la latence, cache L1 on est identique, et la latence du cache L2 qui est un chouïa meilleur. Voilà, donc que ce soit en vitesse de cache et de RAM, le 5200+ est quasiment identique au 5000+. Concernant la consommation maintenant, le 5200+ consomme un petit peu plus, mais vraiment un petit peu plus. On est sur une conso du système total, donc c'est-à-dire tout le système à la prise de 114 watts au maximum contre 112,5 watts pour le 5000+. C'est un peu dommage, je me serais attendu peut-être à une consommation égale, voire un chouïa inférieur, sachant que de l'autre côté, Intel, avec le Core de Duo E6700, qui est en soi le concurrent direct de ces processeurs-là, que ce soit en termes de tarification et de performance, ne consomme que 87 watts à la prise. Voilà, là on est sur des processeurs qui consomment plus et qui potentiellement sont moins bons. Ensuite, concernant les performances des processeurs, que ce soit en gigaflops, gigaIOPS, calcul, on a des résultats qui sont grosso modo identiques ou dans la marge d'erreur. Parfois c'est légèrement au-dessus, mais genre de quelques dixièmes de pourcent, parfois c'est légèrement en dessous. En calcul de chiffrement, en AES 256, le 5200+ est meilleur, donc c'est-à-dire pour l'instant c'est toujours le processeur le plus rapide en calculant l'AES 256. C'est assez intéressant de voir ça, mais voilà, pour ce genre de calcul en tout cas, aucune différence notable. Donc en termes de prix, si vous étiez fan d'AMD, le 5000+ faisait très bien le taf, et surtout il est 25% moins cher que le 5200+. Concernant les tests Cinebench, là pour le coup on note une amélioration, c'est-à-dire que autant avant pour les autres calculs on était quasiment identique dans la marge d'erreur, là pour les tests Cinebench on est foncièrement plusieurs pourcents au-dessus du 5000+, donc là ça montre bien que le cache L2 en plus joue son rôle, et on voit surtout que plus le test devient complexe, donc plus on monte dans les versions de Cinebench, plus l'écart de performance se creuse. Dans Cinebench 2003, le 5200+ fait 676 points contre 672 pour le 5000+, donc ce qui est à peine quelques dixièmes de pourcent au-dessus, alors que si on descend un petit peu, déjà à partir de R15, on passe de 106 points à 114 points, donc là on est quasiment genre 5-6% plus puissant, et lorsqu'on arrive à Cinebench R23, on passe de 503 points à 552 points, donc là il y a un gap de 10% de puissance en plus. Donc là pour le coup dans cette situation, on voit bien que le cache L2 aide bien, et surtout que la quantité de cache L2 est bénéfique, plus la tâche à calculer est gourmande. À voir si ce pattern se répète le long des benchmarks. Sur les tests Geekbench, on retrouve à peu près le même pattern, donc c'est-à-dire que sur les tests, sur le premier test, donc Geekbench 3, il y a très peu d'écart, mais quand même le 5200+ est plus puissant. Sur Geekbench 4, l'écart devient encore plus grand. Sur Geekbench 5, là pour le coup l'écart se rétrécit. Malheureusement, c'est-à-dire que là le cache en plus n'aide pas tant que ça. Par contre pour Geekbench 6, l'écart se recreuse, et même l'Athlon 64X2 5200+ repasse devant les deux processeurs Intel, le Core de Duo, les moins chers, donc qui repassent devant en termes de performance le E4300 et le E6300, que ce soit en multicore et même en single core. Et même j'ai envie de dire en multicore, le gain est d'autant plus grand qu'en single core. Donc là pour Geekbench, la différence de cache L2 se fait pas autant ressentir que Cinebench, mais quand même il y a une amélioration. Concernant les tests CPU-Z, là on retombe dans le cas des calculs de gigaflops et gigaIOPS, c'est-à-dire un processeur qui est à peine meilleur, c'est-à-dire qu'on est limite dans la marge d'erreur, et qui se retrouve très loin des processeurs Intel Core de Duo qui, sur CPU-Z en fait, font des résultats qui sont juste incroyables par rapport aux processeurs d'AMD. Pour Blender, alors, petite différence assez importante. Donc si on prend le premier Monster, on est à peine au-dessus. Si on prend Classroom, on est
à peine au-dessus. Si on prend JunkShop, on est quasiment 6 fois supérieur, 7 fois supérieur au 5000 Plus. Alors, la raison est simple. Les 3 premiers processeurs que j'avais testés d'AMD, donc les 3 premiers processeurs qu'il y a dans l'épisode 1 de RTP, ne supportaient que 4 Go de RAM. Je ne pouvais pas mettre plus. Le processeur ne supportait pas les 4 barrettes, il pouvait en accepter que 2 en dual channel. Là, pour le 5200 Plus, donc un processeur qui est sorti avec la même architecture, sur le même socket, seulement quelques mois après les premiers processeurs AM2, il supporte 8 Go de RAM. C'est-à-dire que je peux mettre les 4 barrettes de 2 Go, le processeur les supporte sans broncher. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas une comparaison à égal pour égal. Oui, mais le truc, c'est que en fait, sur un PC d'aujourd'hui, 4 Go de RAM, c'est vraiment pas assez. Donc en fait, mon but, c'est d'essayer de mettre le plus de RAM possible que ce que les systèmes arrivent à supporter, jusqu'à arriver à 16 ou 32 Go de RAM. Je pense que je vais essayer de viser au moins 8 Go de RAM pour les plateformes en DDR2, parce que alors trouver des barrettes de plus de 2 Go de RAM en DDR2, c'est très rare, donc je vais essayer de viser les 8 Go de RAM. Pour les plateformes qui seront en DDR3, je vais essayer de viser 16 Go de RAM, parce que des barrettes de 8 Go c'est facilement trouvable, donc 2 barrettes de 8 Go en dual channel, 16 Go de RAM, et je pense qu'à partir de la DDR4, j'essaierai de passer sur des systèmes qui ont 32 Go de RAM, parce que des barrettes de 16 Go de RAM en DDR4, pareil, c'est extrêmement commun. Après, j'essaierai de ne pas dépasser 32 Go de RAM, vu que pour les tests d'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'intérêt, à part pour certains benchmarks spécifiques qui ont besoin de beaucoup de RAM. Mais pour tous les tests synthétiques que je fais, ou alors les tests de jeu, il n'y a pas besoin de plus de 32 Go de RAM. Donc oui, pour cette vidéo, le 5200 Plus, c'est pas un affrontement égal à égal avec le 5000 Plus, mais c'est juste qu'en fait, j'essaie de faire bénéficier le processeur. Les anciens ne supportent pas plus de 4 Go de RAM, je leur mets 4 Go de RAM. Celui-là arrive à supporter 8 Go de RAM, et ben on va profiter de cet avantage. C'est aussi l'un des avantages d'avoir un processeur qui est plus récent, c'est qu'il supporte plus de RAM à une meilleure fréquence, etc. etc. Donc c'est pour ça que JunkShop, le résultat est si énorme. Je pense que ça peut être dû qu'à la RAM, ça m'étonnerait que ce soit à cause du cache L2 que l'écart soit si énorme que ça. Je pense que vraiment c'est la RAM qui était un facteur limiteur pour ce benchmark très précis. Ensuite, PowerAI, pareil, le processeur est à peine mieux, mais sans pour autant être incroyable. Et pour un test pré-rendu de Premiere Pro, le processeur est également à peine mieux. Ah oui, excusez-moi, j'ai skip dans l'ordre des benchmarks. Pour le test 7-zip, le processeur est quasiment identique au 5000 Plus, sauf en compression. Là, en compression, il est vraiment bien au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un gap de quasiment presque 10% plus puissant. Mais en décompression, on atteint la limite, et je pense que cette limite, c'est juste la limite de lecture de la RAM, vu qu'on bloque à 8 Go par seconde. Et d'ailleurs, ce qui fait que techniquement, c'est le plus rapide en décompression de quelques mégaoctets par seconde, devant le Core 2 Extreme X6800. Ensuite, pour l'encodage vidéo, alors là pour le coup, l'Athlon 64X2 5200 Plus est bien au-dessus du 5000 Plus. Il fait 3.87 fps en moyenne en H264 contre 3.19 et 0.87 fps en moyenne contre 0.71. Alors oui, c'est pas loin des corps d'audio Intel les moins puissants, mais ça reste quand même un gap assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on est à quasiment 20% de performance en plus comparé au 5000 Plus. Donc, est-ce que c'est le cache qui joue ou la RAM? Je pense qu'à mon avis, c'est un petit peu un mix des deux pour ce scénario-là. En tout cas, un gain qui est prenable. Ensuite, SuperPie, donc là, il y a un gain sur le 5200 Plus. Ensuite, concernant les benchmarks 3D Mark, donc là, je prends juste les résultats des tests CPU. Sur les tests Ice Storm, le processeur est quand même bien au-dessus, c'est-à-dire qu'on a un écart de plus de 10%. Donc je pense que pour Ice Storm, c'est dû au cache et pas à la RAM, vu que les tests Ice Storm sont vraiment des tests qui sont extrêmement légers, qui sont également faits pour tourner sur des téléphones mobiles qui ont par définition peu de RAM et qui arrivent à tourner sur des téléphones mobiles qui ont 1 ou 2 Go de RAM. Donc je pense que dans ce scénario-là, c'est plus le cache qui a son importance plutôt que la RAM. Ensuite, pour la suite des tests 3D Mark, donc du coup sur Firestrike, Skydiver et CloudGate. Alors, je vous prierai de bien prêter attention au nom des CPU, parce que oui, sur ces tests-là, le 5200 Plus est plus lent que le 5000 Plus. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, j'ai essayé de refaire les tests plusieurs fois, mais à chaque fois je trouvais toujours les résultats qui tombaient dans autour des mêmes valeurs. Et oui, sur les 3 tests, le 5200 Plus est plus lent que le 5000 Plus. Et enfin, alors là pour les tests web, il y a un
vrai gap de puissance entre le 5200 Plus et le 5000 Plus. Sur Octane, on est à 13 500 points comparé aux 9000 pour le 5000 Plus. Ce qui fait que déjà ça repasse au-dessus des corps de duo les moins puissants et ça fait quand même un gain de plus 50% de performance. Genre c'est complètement fou. Et on retrouve à peu près le même pattern sur les autres benchmarks. Sur Speedometer 2.0 et Jetstream, on fait des scores de 57 contre 35 et 52 contre 37. Donc pareil, on n'est pas loin du plus 50% de performance et on passe au-dessus des corps d'audio les moins puissants. Et sur WebXPR T3 et WebXPR T4, là il y a un gain qui est moins important, mais quand même on reste sur des valeurs qui sont vraiment bien. On est quand même à presque, je dirais 15-20% de performance en plus, sans aucun souci. Et ça pour le coup c'est très étrange à voir. Voilà, donc ça conclut les benchmarks synthétiques. Donc on peut voir que sur la plupart des benchmarks, le 5200 Plus est égal, voire à peine supérieur au 5000 Plus, même si dans certains cas il est un petit peu en dessous, sauf pour les tests web où là il est mais juste complètement fou, il fait des résultats qui crèvent le plafond. Je m'attendais vraiment pas à avoir des résultats aussi marqués sur les tests web, alors que sur les autres tests, il y avait quasiment aucune différence. Étonnant. Passons maintenant aux tests de jeu. Alors pour les benchmarks en jeu, j'essaie de vous afficher tous les graphiques à l'écran. Le 5200 Plus est quasiment tout le temps égal, voire un chouïa supérieur au 5000 Plus dans à peu près tous les jeux. C'est un petit peu triste à voir, je pensais qu'il y aurait peut-être un petit peu plus d'écart que ça, mais dans l'ensemble, ça reste globalement la même chose.
Sur Call of Duty, ça y est, le problème de stutter à chaque fois qu'on déplace la souris, c'est-à-dire que le jeu a un framerate absolument dégueulasse, est corrigé avec ce CPU. C'est vraiment la Call of Duty, c'est le seul jeu où il y a une différence extrêmement notable entre les différents processeurs. Et là, pour le coup, on arrive sur un jeu qui est jouable. Par exemple, Call of Duty 4 avec les graphismes au minimum, le jeu affiche 90 FPS en moyenne, contre 85 pour le 5000+. Vous allez dire, bon, c'est pas beaucoup plus en moyenne. Le 1% low est à 19 FPS, ce qui fait qu'on est quasiment égal aux autres processeurs Intel les plus puissants et les plus chers. Et honnêtement, à l'utilisation, les deux n'ont rien à voir. C'est-à-dire que le 5200+, pour le coup, c'est vraiment fluide comparé au 5000+. Alors, Call of Duty 4 au maximum, j'ai pas pu lancer le jeu, il ne voulait pas se lancer. Et on peut voir aussi que sur les autres Call of, l'écart, ne serait-ce que aussi en FPS moyen, est juste gigantesque. Donc oui, pour le coup, avec le 5200+, on peut jouer au jeu Call of Duty sans que le jeu ne lag à mort. Du coup, Far Cry 2 en DirectX 9 minimum, j'ai pu lancer le jeu, vu que du coup j'ai fait les tests comme ça. Le processeur se cale entre les corps d'audio les moins puissants et les corps d'audio les plus puissants. Sur Far Cry 2 en DirectX 10 maximum, l'écart est assez élevé entre les deux CPU, peut-être dû à la RAM. Et pour les autres jeux, j'essaie de trouver des jeux où il peut y avoir des gros écarts. Mafia 2 en 1080p minimum qui affiche un FPS juste fou, déjà comparé au 5000+, mais aussi qui se classe quasiment au même niveau que les autres processeurs Intel les plus puissants. Sur les jeux métro également, il y a des gains de FPS qui sont pas trop pourris. Là pour le coup, on sent que c'est peut-être la RAM qui fait tout le travail ici pour métro, parce que c'est quand même un jeu qui est assez gourmand. Ah si, autre fait intéressant, sur Far Cry 3, là le gain est gigantesque, c'est-à-dire qu'on a plus 50% de perf par rapport au 5000+, mais surtout l'Athlon 64X2 5200+, devient le processeur le plus rapide sur Far Cry 3 à l'heure actuelle dans ma série. Je m'attendais vraiment pas à avoir un résultat comme ça, ça c'est cool. Sur Tomb Raider 2013 en 1080p minimum, le FPS moyen est quasiment égal, mais en tout cas le FPS minimum lui il est beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on a un minimum de 68 FPS, ce qui en fait vraiment une expérience extrêmement fluide. Et ça pour le coup, c'est bon à prendre. Sur Battlefield 3, alors je vous affiche le benchmark. Oui, le résultat paraît impressionnant. Moi aussi j'étais le premier choqué, je vous rassure. Je ne prendrai pas ce résultat en compte, donc je vous l'affiche, mais pour moi il n'est pas valide. La raison est que, en fait, entre temps, je ne peux plus lancer BF3 depuis Steam, parce que EA c'est des gros de leur de p... et leur jeu de chiasse ne veut pas bien se lancer sur Steam. Il existait un fixe avant que j'avais réussi à faire, et c'était avec ça que j'avais lancé le jeu sur les autres processeurs, mais entre temps ce fixe ne marche plus, et du coup ce putain de jeu que j'ai payé plus de 30 balles sur Steam, je ne peux plus y jouer. Voilà, sur Steam c'est vraiment un bonheur. Du coup j'ai essayé de le craquer pour faire du coup le jeu en solo, parce que oui, le test que je fais sur BF3 c'est juste la première mission où j'enregistre juste les FPS. Le truc c'est que là pour le 5200+, le jeu a été craqué et le résultat est infiniment supérieur aux autres processeurs. Même le gap c'est du x2 par rapport au 5000+, ce qui me paraît vraiment étrange. Donc je me dis, est-ce que entre le jeu craqué et pas craqué, il y a une différence en termes de calcul processeur, un peu comme il y avait à l'époque avec Origins et avec le système anti-cheat qui était très gourmand au niveau CPU. Voilà, donc je pense que pour les prochains tests, tant que je puisse pas refaire retourner BF3 de manière officielle, achetée, je n'inclurai pas BF3 en ce moment, parce que voilà, le résultat, ou alors je le ferai que en craqué. Faudra que je vois comment je me débrouille, mais ouais, pour BF3 le résultat je le compte comme invalide pour celui-là, même si c'est vrai qu'un résultat comme ça fait envie. Et pour des jeux un petit peu plus récents, un peu plus compétitifs, War Thunder, quasiment aucune différence, sauf en avion. Là pour le coup en avion il y a quand même des FPS qui sont gagnables, qui sont pas mal. Overwatch 2, quasiment aucun gain. Du coup j'ai pu tester sur World of Warship le processeur, vu que je l'avais pas fait pour les processeurs Athlon d'AMD. Le processeur s'en sort vraiment pas si mal, c'est-à-dire que le 5200+ en 1080p minimum se classe au niveau du corps d'audio E6700. Je m'attendais vraiment pas à avoir un résultat comme ça. Par contre en 1080p maximum, là le processeur chute, là il s'effondre complètement. Et enfin, dernier jeu de la liste, GTFO. Là du coup j'ai pu tester le jeu en 1080p minimum et il se classe entre les corps d'audio les moins puissants et les corps d'audio les plus puissants. Et d'ailleurs ça m'étonne de voir un processeur si vieux arriver à si bien faire tourner un jeu aussi récent. Et
aussi gourmand parce que GT4 est quand même pas si mal visuellement. Donc on a enfin fini avec tous les benchmarks de ce processeur, l'Athlon 64X2 5200+, et oui, j'ai enfin réussi à faire une courte vidéo, je suis super content de moi. Que dire de ce CPU? Ce processeur, c'est... Comment dire? En anglais, c'est too little, too late, donc en fait, c'est trop petit, trop tard. En fait, c'est une amélioration du 5000+, ça c'est indéniable. Il supporte mieux la RAM, donc on peut mettre 8 Go de RAM comparé à 4. Il a 2 fois plus de cache L2 comparé au 5000+, mais le problème c'est que ce processeur est vendu 400 $. Enfin, il était sorti à un prix de 400 $, mais le 5000+, lui, avait chuté à 300 $. Ce qui fait que le 5200+, est 33% plus cher que le 5000+, et inversement, le 5000+, est 25% moins cher que le 5200+. Pour, comme vous l'avez vu dans les benchmarks, extrêmement peu de gains. C'est-à-dire que dans les benches synthétiques, il y a quasiment aucun gain. Enfin, on est très loin des 33%. Je crois que dans le meilleur des cas, j'arrivais à avoir des résultats qui étaient 20% supérieurs sur certains Cinebench et rendus vidéo. Mais dans d'autres, il y avait quasiment aucun gain. Si, il y avait les tests web où là, le 5200+ en sortait infiniment mieux que le 5000+. On était quasiment du plus 50% sur les tests qui s'en sortaient le mieux. Pour les tests en jeu, à part les Call of Duty où là c'était indéniable, c'est-à-dire que les 3 premiers CPU AMD que j'ai testés, les Call of Duty injouables. Sur le 5200+, les Call of Duty parfaitement jouables sans trop de soucis. Certes, il y a des jeux qui auront du mal à tourner parce que c'est des jeux plus récents, mais si on prend les premiers Call of, le jeu est 100% jouable. Peut-être mettre une limite de FPS pour ne pas forcer le processeur à donner le maximum de ce qu'il a, limiter un petit peu les FPS un peu plus bas pour peut-être éviter les lag spikes, et franchement c'est un processeur qui est pas dégueu. Mais sinon, sur les autres jeux, ce qu'on peut noter en moyenne, c'est que le 5200+ se trouve grosso modo à mi-chemin entre le corps d'audio E6300 et le corps d'audio E6700. Ce qui fait que si on prend les autres processeurs Intel, ça le classerait grosso modo pas loin du corps d'audio E6600 qui est à une fréquence de 2.4 GHz comparé au 2.67 du E6700, et le corps d'audio E6600 lui est vendu autour de 300 $. Donc le E6600 en termes de prix est plus proche du 5000+, mais en termes de performance il est plus proche du 5200+. Donc malheureusement pour AMD, le 5200+ n'est pas un processeur qui est vraiment recommandable. Et pour le coup, j'ai envie de dire, le 5000+ l'est beaucoup plus parce qu'il est quand même beaucoup moins cher pour quasiment aucune perte de performance en moins tant qu'on n'a pas envie de jouer à Call of Duty. Mais en soi, mon expérience avec ce processeur était moins frustrante qu'avec les 3 autres. Les 3 premiers, j'avais beaucoup plus de mal des fois pour faire démarrer les PC, enfin démarrer le PC. Là, avec le 5200+, j'ai quasiment eu aucun souci. Ce qui est vraiment appréciable en tout cas, et ça montre que plus on monte dans les générations et plus les processeurs et surtout les plateformes est stable, et je peux vous dire que j'ai vraiment hâte d'arriver sur des cartes mères très récentes, ne serait-ce que des cartes mères qui supportent les BIOS en UEFI. Ce serait déjà un énorme gap pour la compatibilité, ce serait déjà beaucoup moins chiant, surtout avec les cartes graphiques modernes. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je l'ai expliqué dans RTP épisode 2, l'épisode 4 de RTP n'arrivera pas avant très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est potentiellement, c'est même pas sûr qu'il arrive pour novembre. Je pense pour décembre parce que je n'ai pas encore le processeur, et il se trouve qu'en ce moment pour moi je suis un peu ric-rac niveau thune, et sachant que ces vidéos ne me rapportent littéralement rien, je fais 80 vues par vidéo, c'est pas avec l'argent que je me génère ces vidéos que je peux me payer facilement ces processeurs. Donc en ce moment j'essaie un petit peu de limiter mes dépenses, surtout mes dépenses inutiles. Donc voilà, donc c'est pour ça que les prochains épisodes arriveront dans plus longtemps. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Bon, en même temps, pour le nombre de personnes qui regardent, c'est pas trop un souci. Mais en tout cas, je vous rassure, cette série ne s'arrêtera pas tant que je ne l'aurai pas fini. Vous avez ma parole. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!